Hop. Ah voilà, ok, d'accord. Il faut que je tout le monde dans la réunion. Voilà. Donc là, je vous mets en lien le petit, la page de Cécile sur laquelle il y a toute la journée qui est en programme. C'est des petits webinaires de une demi-heure et une heure qui peuvent vous permettre vraiment d'avoir un autre éclairage sur plein de petites choses, sur les huiles essentielles, ça c'est un fait, puisque c'est le thème en fait de la journée, sur comment se lancer quand on l'a décidé, sur concilier sa vie de maman et d'entrepreneuse. Quelqu'un vient de me rejoindre et n'a pas coupé son micro, donc on entend plein de jolies voix sympathiques. C'est bonjour Déborah, bonjour. Alors, qui est arrivé également? Plein de gens, j'arriverai pas à faire le tour de tout le monde. Et donc, il y a également des ateliers sur sa dynamique, sur comment se mettre en énergie, sur comment gérer sa santé, comment alléger ses peurs, comment peut-être même changer de modèle économique, puisqu'il y a également des propositions dans cette entreprise pour pouvoir travailler et gagner de l'argent, aussi changer son modèle économique complet vis-à-vis de ça. Donc, comment se relaxer, comment utiliser les huiles essentielles. Voilà, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses dans ce programme. Et donc, ce que je vous propose, c'est de commencer un petit peu la journée aujourd'hui. Donc, euh, hop, est-ce que tout le monde me voit? Oui, je pense que tout le monde me voit. Moi, je m'appelle Sylvie Maheu, je suis à Saint-Bonnet, j'ai pas assez de réseau, donc j'ai que la voix. Eh bien, il n'y a pas de Est-ce que souci. ça... C'est Ok, parfait. Je ne fais pas de démonstration particulière en vidéo. Par contre, donc, on essaie de tous un petit peu couper son micro le temps pour pas que ça interagisse voilà, avec les bruits parasites. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas les uns les autres à interagir directement sur le chat pour que je puisse en voir les messages au fur et à mesure. Donc, en gros, ce dont je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est comment se mettre, s'aligner avec sa propre vie, comment adopter sa propre vie. Voilà, on est engagés tous les uns les autres dans un système de vie qui est le nôtre, qui nous a été souvent un petit peu imposé par la société. Et en vrai, il y a beaucoup de choses dans notre vie que l'on peut choisir et ne pas subir. C'est vraiment un élément qui me tient particulièrement à cœur. Et pour autant, on est fait de chair et d'os, on est fait d'une peau, d'un cerveau pour beaucoup d'entre nous. On a même une composition chimique voilà, qui est relativement commune. Et en même temps, et c'est ça qui m'apparaît comme vraiment important, euh, en même temps, nous sommes vraiment tous différents, tous uniques. Donc notre identité même, notre ADN, tout cela nous rend uniques. Alors, comme on peut être à la fois un petit peu sur un même modèle et en même temps unique, c'est un petit peu ce que je vous propose de regarder ensemble. Euh, Moi, l'idée de base, c'est que plutôt que d'imaginer appliquer le modèle de tout le monde, le modèle normal, si je puis dire, c'est de pouvoir être chacun, de pouvoir customiser sa vie, donc sur différents plans, et donc de pouvoir faire des choses très différentes les uns des autres. Donc, pour le coup, j'ai segmenté en trois grandes parties, enfin, c'est pas moi, hein, mais en tout cas, c'est ce que j'ai remarqué et qui était très intéressante. Trois parties qui pouvaient se distinguer, qui sont souvent traitées indépendamment les uns des autres. Et aujourd'hui, mon idée, c'est de les réunir pour être mieux dans sa vie, mieux dans son corps. Donc, on a la tête, le corps et le cœur. Ça, c'est les trois sous-parties. Alors, qu'est-ce que j'entends par ces trois parties-là? Vous avez avant tout la tête qui pilote un petit peu l'ensemble de notre être, de notre façon d'être. Donc, cette tête, c'est évidemment le mental, c'est évidemment notre intellect, c'est un petit peu tout ce qui est
liées à nos réflexions, à notre analyse, parfois également à nos peurs, qui sont plutôt, on va dire, situées à cet endroit-là. Et c'est ce qui aussi nous permet de prendre des décisions, c'est notre détermination. Et il y a un vocabulaire qu'on emploie assez souvent, qui soit juste ou faux, parce qu'il y a eu quelques polémiques là-dessus, mais néanmoins qui est assez pratique, c'est de considérer ça comme étant ce qu'on peut appeler notre cerveau gauche. Donc tout ce qui est rationnel, analytique, process, etc. etc. Le mental, une partie de notre ego également, qui sont à tort souvent déconsidérés, même considérés comme négatifs, comme toxiques, comme problématiques dans notre vie. Or, on a tous besoin d'un ego, on a tous besoin de cette structuration, on va dire, principale, qui est une colonne vertébrale, en quelque sorte, de notre fonctionnement. Quelqu'un qui n'aurait pas d'ego, qui n'aurait pas ce mental, bon, on peut en rencontrer, même s'ils en ont toujours un petit peu, mais ce sont des gens qui ont peu de personnalité, qui sont très effacés et qui, pour le coup, se font déborder et voire même sont soumis, on va dire, à l'environnement extérieur et aux autres. Donc, c'est vraiment très structurant, très important. C'est une sorte de gouvernant de notre fonctionnement global. Alors après, on a également le corps, c'est-à-dire que notre enveloppe corporelle, elle est fondamentale. On ne peut pas fonctionner dans notre vie, être épanoui, si on ne s'occupe pas du tout de notre corps. Donc c'est à la fois tout ce qui est lié au réel, au concret, à la matière. C'est tout ce qui nous amène à notre ressenti physique. Tout ce qui est également passage à l'action, puisque une fois que la tête a décidé quelque chose, eh bien, il faut le mettre en action, le mettre en œuvre. Et là, en l'occurrence, le corps est un élément fondamental qui nous permet de nous dynamiser, de nous mettre en mouvement et également de nous intégrer dans notre environnement, que ce soit notre environnement, la nature, que ce soit notre environnement relationnel. Donc, c'est vraiment l'élément fondamental de notre capacité à vivre. Et le troisième élément, ce cœur, qu'est-ce que j'entends par là? J'entends nos émotions, évidemment, ça paraît évident, nos sentiments, l'amour, principalement, l'amour de soi, l'amour des autres. Le cœur, c'est également nos ressentis émotionnels, plus que nos émotions, c'est nos émotions en tant que telles, mais c'est également nos ressentis, c'est la manière de se manifester. Et c'est d'une certaine manière ce que je qualifierais de ciment relationnel, de ciment entre les gens, et c'est ce qui souvent donne du sens à notre vie. Ce cœur, je le placerais presque sur l'aspect quasi spirituel, c'est vraiment ce qui nous permet de nous relier aux autres et à une certaine mission qu'on peut avoir tous les uns les autres dans notre vie. Donc, on n'est pas, à mon sens, on ne peut pas soigner un individu si on n'est pas, à un moment donné ou un autre, si on n'aborde pas ces trois sphères. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me paraît important de préciser. C'est-à-dire qu'on est toujours, dans notre société, malheureusement, en train d'opposer les choses les unes aux autres. On va vous dire à un moment donné, mais non, il faut que tu sois rationnel, sous-entendu, ne fais pas passer tes émotions. On voit beaucoup dans le travail, notamment, où presque on interdit d'être un être humain normal, on doit être simplement cerveau gauche, analytique, efficace, propre sur lui, rien qui dépasse, et surtout corvéable à merci. Et ça, pour le coup, ça ne me paraît pas viable à long terme. D'ailleurs, bientôt une formation que je donne sur LinkedIn sur la dépression au travail. Vous pourrez voir un petit peu tous les tenants et aboutissants de ce qui amène justement à ce décrochage à un moment donné, parce qu'on s'éloigne de ce que l'on est réellement intrinsèquement. Et c'est pour ça que c'est vraiment fondamental qu'on n'oppose pas le mental avec le cœur, le cœur avec le corps, etc. etc. Dès que l'on se retrouve dans une situation où on est malade, donc c'est une forme d'expression, en tous les cas, de conflit intérieur, c'est très souvent quand on n'est pas en accord entre ces trois sous-parties-là, ou seulement deux d'entre elles,
Et d'un seul coup, ça crée une intoxication intérieure et qui nous met dans une situation de maladie, de souffrance. Donc, voilà, moi, l'une de mes spécialités, hein, c'est l'accompagnement notamment ce qu'on appelle les zèbres. Alors, on pourra en parler à un moment donné si vous le souhaitez, quand je vous aurai donné les grandes lignes de mon propos. Donc, zèbre, ce qu'on entend par là, c'est on a une autre vocabulaire qui est les hauts potentiels. Globalement, en tous les cas, toutes les personnes qui ne rentrent pas dans les cases, j'adore ça parce que je m'y reconnais d'une certaine manière. Et en même temps, c'est sans doute pour moi ce qu'il y a de plus passionnant, c'est de voir l'être humain dans tout ce qu'il a d'unique et non pas dans tout ce qu'il a de normal et de commun. Voilà, c'est plus ça qui m'intéresse, d'aller chercher la pépite en chacun de nous. Je trouve que c'est absolument passionnant. Et donc, cette spécialité-là m'a amené à rencontrer des personnes qui avaient des fonctionnements extrêmement différents les uns des autres. Alors, comme je vous le disais au tout début, on est tous uniques, on a une ADN unique, on a une identité unique, et en même temps, on a quand même, d'une certaine manière, des caractéristiques communes qui sont très fortes, qu'on retrouve chez une majorité de personnes. Et donc, on a établi, alors parfois consciemment, parfois inconsciemment, une forme de norme, de système très encadrant, très normatif, pour gérer notre société, puisqu'il s'agit d'une gestion, dans ces cas-là, de masse. Et cette gestion de masse, elle nécessitait vraiment une compréhension de ceux qui étaient majoritaires dans cet environnement. Le problème, c'est que beaucoup d'entre nous, je dis nous parce qu'on est un certain nombre, dans ceux que je connais, qui participent à ce webinaire, on est certains d'entre nous à ne pas du tout fonctionner comme tout le monde. Et il ne s'agit pas d'être prétentieux, hein, ça ne veut pas dire qu'on fonctionne mieux, mais on fonctionne vraiment différemment. Et finalement, ça m'a obligé à penser autrement la façon d'accompagner ces individus, que ce soit pour les aides, mais également pour les normaux pensants ou neurotypiques, comme ça qu'on les appelle, parce qu'on a une façon de nous épanouir qui est forcément différente d'un individu à l'autre, qui est forcément unique. Donc pour ça, il vous faut des gens qui vous accompagnent, qui sont en capacité de comprendre ce que vous avez d'unique et le valoriser. Cette valorisation, à terme, nous permet de nous épanouir, même si, ça c'est vraiment un élément important, cet épanouissement n'aboutit jamais complètement. C'est en fait plus un chemin que l'atteinte de l'objectif en tant que tel. On y reviendra un petit peu tout à l'heure. Donc voilà, certains d'entre nous ont vraiment du mal à rentrer dans les cases, et même malgré beaucoup d'efforts, ce qu'on appelle d'efforts d'adaptation, et on finit même par avoir des comportements qui sont ce que l'on appelle suradaptés, c'est-à-dire qu'ils sont tellement adaptés en fait qu'ils ne sont plus eux-mêmes. Et pour le coup, on se retrouve avec des personnes qui passent leur vie, en fait, on dit, il y a une expression assez populaire, on marche à côté de ses pompes, mais en fait, ils se retrouvent à faire leur vie à côté d'eux-mêmes, mais jamais en incarnant leur propre existence. Donc, après des années de travail dans le développement personnel, beaucoup de littérature, beaucoup d'accompagnement que j'ai suivi, je peux vous dire qu'on a tous la possibilité d'être cet individu unique et exceptionnel de fait, puisque extraordinaire, et que si on se donne les moyens d'être nous-mêmes, on peut à un moment donné ou à un autre trouver des phases d'épanouissement qui vont être évidemment challengées par de nouveaux événements systématiquement au cours de notre vie. Et donc c'est une course sans fin. Donc il est très rapidement important de s'imaginer que l'atteinte de l'épanouissement absolu, donc l'idéal, n'arrive jamais. Donc il faut prendre son parti dès le départ et que en fait, plus on prend de plaisir dans ce chemin, plus on est épanoui en fait. Voilà. Ça c'est vraiment fondamental. Un autre élément de notre épanouissement que je peux répéter beaucoup en accompagnement individuel, c'est notre capacité d'émerveillement qui va vraiment conditionner notre
notre façon finalement de vivre les événements. Vous avez toujours des gens, par exemple, comme je suis en ville, donc mon cabinet est sur Paris, donc j'ai plein de gens qui en ont marre de Paris, des embouteillages, etc., et qui viennent avec une espèce de rouleau compresseur, d'auto-persuasion que la ville, c'est pourri, c'est pollué, il y en a marre, je veux absolument voir la nature, etc., etc., etc. Je ne dis pas que c'est une mauvaise idée, je suis même plutôt assez d'accord avec ce principe, mais en réalité, où que nous soyons, quelles que soient les circonstances dans lesquelles nous soyons, nous avons possibilité d'aller chercher la petite étincelle de bonheur qui existe. Vous sortez dans la rue, vous avez forcément, même en pleine ville, à un moment donné, un arbre, des oiseaux, il y en a partout, une petite branche qui pousse à travers un mur et qui est là où on voit cette espèce de victoire de la nature sur l'homme. Il y a toujours moyen de s'émerveiller de tout. Moi, pour tout vous dire, même s'il y a un peu de stress à ce moment précis, puisque c'est la première fois que je fais un webinaire, c'est très difficile parce que je n'ai pas l'interaction avec les gens. Donc, pour ça, n'hésitez pas à écrire des petites choses. Ça me plaît beaucoup d'avoir une interaction. C'est même plutôt plus facile pour moi. Donc, eh bien, je suis émerveillé de voir que ce matin, j'avais 40 inscrits à ce webinaire, alors que voilà, j'ai jamais fait ça, qu'on est 30 actuellement en ligne. Et donc, c'est pour moi tout simplement extraordinaire et je suis en véritable reconnaissance, en gratitude pour ça. Et ça c'est vraiment important de comprendre un petit peu comment se mettre en joie et en bonne humeur. Il y a un commentaire qui arrive sur effectivement la suradaptation, Virginie. Effectivement, c'est un phénomène que l'on comprend parfois assez mal. Cette suradaptation, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est cette obligation que finalement la société, alors la société, c'est un peu étrange de dire ça, on pourra revenir sur cette dialectique-là, que la société nous impose une espèce de norme absolue. Comme je reviens sur cette idée de rouleau compresseur, on n'a presque plus le choix, on est complètement obligé de suivre le groupe, comme lorsque vous êtes, par exemple, dans une foule et que la foule, entre guillemets, décide d'aller vers un endroit, vous avez beau être certain de pouvoir décider de votre autonomie et de votre indépendance, eh bien, vous n'aurez pas d'autre choix que de suivre ce mouvement-là. Et donc, on est dans une espèce de rouleau compresseur, de tunnel, qui nous amène nécessairement à nous adapter à ce système. Donc, par exemple, si je suis dans le sens différent de la foule quand elle avance, ma suradaptation va être de me mettre dans le sens de la foule, parce que sinon, je vais me retrouver vraiment embêté à être tout le temps à contre-courant et à lutter. Et donc, assez rapidement, il y a une forme le mot est un peu dur, mais il correspond un peu à ça, une forme de résignation à se mettre dans le même courant que tout le monde. Et donc, une fois qu'on est dans ce flow-là, on a une sensation, quand on est conscient, mais parfois on est inconscient de ça, c'est les fameux moutons, eh bien, on peut avoir cette sensation de ne pas pouvoir sortir de cette situation-là, de ne pas pouvoir sortir de ce tunnel. Or, c'est ça qui est important, c'est de comprendre qu'à tout moment, à n'importe quel moment de notre vie, on a la possibilité, si on le choisit, et c'est là toute l'importance de valoriser ce que l'on a d'unique et d'essentiel dans notre vie, on a la possibilité de se mettre sur le côté de ce flot, de cette norme, et à minima, d'observer, effectivement, comme dit Marie, de faire des choix. Et une fois qu'on a pu observer et on s'est mis un petit peu en retrait de ce flot, de faire ce choix de vivre ou non dans la norme ou d'aller construire sa propre vie, sa vie unique. Donc, finalement, moi, c'est ça qui m'a passionné dans l'accompagnement, c'est de pouvoir aider n'importe quelle personne à fabriquer son propre chemin, à construire sa propre vie. Alors, c'est une dialectique qu'on entend en permanence, puisque le développement personnel, c'est beaucoup démocratisé.
Pour autant, ce ne sont pas que des mots. Il y a vraiment quelque chose derrière qui est très très fort et qui nous embarque à un moment donné et qui nous permet de nous épanouir et de nous mettre en joie. Et ça, cette capacité à se mettre en joie, c'est la clé du bonheur. C'est la clé, même si beaucoup d'entre nous ont du mal avec ce terme-là, c'est en tous les cas la clé de notre épanouissement, si je veux être plus poli. Même si en fait ce qui m'attire, ce qui m'intéresse, c'est la joie, c'est le bonheur, et elle n'est pas constante par définition. Par contre, quand elle arrive dans ma vie, ceux qui me connaissent un peu et qui sont parmi nous aujourd'hui et sur le webinaire, quand on m'entend rigoler, en général, on est au courant de ce que c'est que le bonheur. Et on est un certain nombre comme ça à avoir un rire très communicatif. Donc, il y a une approche qui m'intéresse, c'est à la fois d'aller vers ce qu'il y a d'unique et d'atypique dans chacun, et en même temps, en contrepartie, il y a vraiment cette idée d'aller vers le global, non pas le normal, mais le global, et de pouvoir appréhender chaque individu dans toutes les parts de sa personnalité, à savoir sa tête, son corps et son cœur. Et donc, pour faire une présentation très brève de mon parcours, j'étais après les études d'ingénieur, que j'ai écourtées parce que c'était un petit peu compliqué pour moi d'être que dans le cerveau gauche. Je me suis engagé dans des études d'ostéopathie, je suis devenu ostéopathe à temps plein. Et puis, voyant un petit peu la limite de ne s'attacher qu'au corps, j'ai fait des études de psychothérapie, psychothérapeute individuel, psychothérapeute de couple, sexothérapeute, psychothérapeute de groupe, pour essayer d'avoir un petit peu toutes les tenants et aboutissants du fonctionnement humain. Et puis, ça a été passionnant, j'ai pu vraiment commencer à accompagner les gens de manière assez globale. Et très rapidement, je me suis confronté à une problématique dont on a un petit peu parlé tout à l'heure, qui est cette notion de sens, presque de spiritualité, que je ne voulais pas du tout aborder avec la religion, ça ne m'avait pas convenu du tout, en tous les cas, ce n'était pas ma façon de penser. Et dans le coaching, les études de coaching que j'ai pu faire après, j'ai pu voir un petit peu comment on pouvait permettre à chaque individu, et donc à moi-même, de prendre, comment dire, toute la dimension d'un individu, à la fois, pour le coup, dans son corps, dans sa tête, et en même temps, la notion de spiritualité, ça veut dire quoi? Ça veut dire ce qui est au-dessus de soi, c'est-à-dire de la prendre dans un sens presque universel. Et ça, c'est important. Alors, je vois qu'il y a d'autres personnes qui nous ont rejoints, je vous en remercie. Pensez à couper vos micros pour tous ceux qui sont là, ça permet d'éviter les petits bruits parasites. Et je suis surtout ravi, vraiment ravi de tous vous accueillir ici. Alors, Béatrice nous pose une petite question. La tête est plus riche que le mental, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'à l'intérieur de la tête, comme je disais juste avant que tu n'arrives, Béatrice, j'ai vraiment mis un certain nombre de choses. Dans la tête, il y a aussi notre capacité de réflexion. Il y a aussi notre capacité à ressentir, enfin pas à ressentir, à analyser, pour le coup, notre capacité à prendre des décisions. Il y a sans doute bien d'autres choses. Le mental est une des parties. L'ego est une partie également que je mettrai à cet endroit-là. C'est arbitraire, hein, c'est pas une obligation. Mais voilà, c'est tout ce que l'on peut mettre à l'intérieur de la tête. Alors, du coup, dans l'épanouissement d'un individu, sur ces trois sous-parties, j'ai essayé d'aller le plus loin possible à chaque fois pour essayer de comprendre comment ça fonctionnait et comment on pouvait se faire accompagner le plus possible. J'ai eu la chance d'avoir dans mon parcours des psys, des coachs, des ostéos, des aromathérapeutes, des nutritionnistes qui m'ont beaucoup aidé, beaucoup apporté à comprendre la globalité de l'individu. Et donc l'idée dans ce webinaire aujourd'hui, c'est simplement de vous faire partager des pistes et que vous puissiez aller les explorer par vous-même. Évidemment, ceux qui ne me connaissent pas, qui ne sont pas déjà en soin avec moi, peuvent venir me consulter, ça va de soi. Mais également, ce n'est pas une obligation parce que l'idée, c'est que vous puissiez, tout à chacun, faire votre propre chemin, vos propres tests pour vous épanouir. L'idée qu'on peut un petit peu maintenant pousser, c'est dans ces trois sphères-là, comment faire pour s'aligner. L'idée de l'alignement, c'est on est une personne à part entière, c'est-à-dire qu'on a une idée de qui on est, les autres ont une idée de qui on est,
Ça fait déjà 2 différences, parce qu'on est rarement raccord là-dessus. Et il se trouve que nous-mêmes, on est parfois quelqu'un que l'on ne connaît pas. Donc, l'idée, c'est de s'aligner sur ces 3 sous-parties, d'aligner ces 3 sphères de notre vie, qui sont la tête, le corps et le cœur. Et donc, il y a un certain nombre de méthodologies, certaines que j'ai explorées, d'autres pas, donc n'hésitez pas à interagir. Et donc, on essaye à chaque fois, à un moment donné, de rendre ça cohérent et surtout de le personnaliser. J'utilise souvent ce terme de customiser. Avec Cécile, on a eu un échange que j'ai régulièrement avec mes patients sur le dentifrice. Il y avait à un moment donné quelqu'un qui me dit « Oui, mais enfin, Emmanuel, comment on fait pour augmenter son estime de soi ?» Et parce que toutes les grandes théories que je vois dans le développement personnel, ce n'est pas si simple que ça à adapter au quotidien. En fait, il y a une technique toute simple. L'idée, pour être sûr d'avoir une meilleure estime de soi, donc il y a 3 sous-parties dans l'estime de soi, il y a la confiance en soi, il y a l'image de soi, et il y a également l'amour de soi. C'est dans ces 3 sous-parties, pour se valoriser, il faut s'aimer le plus possible, en tous les cas, s'envoyer du bien, de la bienveillance le plus souvent possible. Donc, il faut penser un minimum à soi, pas ne penser qu'à soi, mais penser d'abord à soi pour mieux penser aux autres, pour mieux relationner avec les autres. Et donc, à un moment donné, si on customise sa vie, on doit la customiser sur tous les aspects du quotidien, savoir notamment, c'est l'exemple que je prends à chaque fois, choisir son dentifrice en conscience. Et en choisissant chaque petite partie de sa vie, pour être sûr qu'elle nous ressemble à nous, c'est une manière peut-être indirecte, mais très pratique et très facile, pour petit à petit, véritablement, monter son estime de soi, monter son amour de soi, puisqu'on se porte de l'attention à soi. Et il ne s'agit pas, évidemment, par exemple, j'entends souvent certaines de mes patientes dire moi je vais chez le coiffeur, moi je n'ai pas trop ce problème-là, mais je peux porter soin aussi à ma tête autrement. Et c'est une façon, évidemment, d'amener de l'amour de soi. Le seul petit biais que j'y vois, c'est souvent lié à la notion de consommation. C'est-à-dire qu'on se retrouve souvent à aller acheter quelque chose ou acheter même un service pour prendre soin de soi. Et on n'a pas besoin d'argent pour augmenter son estime de soi. On a vraiment besoin de prendre de l'attention envers soi. Donc ça, c'est vraiment un des axes principaux. Et donc, du coup, quand on se met en conscience de chacune de nos petites actions du quotidien, que l'on fait la plupart du temps de manière totalement automatique, presque même inconsciente. Donc, si on commence à mettre de la conscience, non, mais on ne va pas acheter n'importe quoi. La plupart des gens vont dans un supermarché quand ils font leurs courses, se mettent dans le rayon du dentifrice, ils vont choisir leur dentifrice en fonction des éléments qu'ils pensent être des éléments, pour le coup, objectifs, mais en vrai, dans le marketing, on vous expliquerait comment induire un comportement avec un client. Donc, ils vont mettre telle couleur, et en fonction de ça, vous allez prendre ce dentifrice. Mais vous ne connaissez pas forcément l'entreprise, vous ne connaissez pas forcément le produit et tous les composants. Et donc, c'est toujours un petit peu compliqué de dire qu'on a été vraiment en conscience. En l'occurrence, la norme, même je dirais que la bien-pensance veut qu'on prenne le dentifrice au fluor. Il se trouve que ce n'est pas obligatoire systématiquement. Et donc, est-ce que aujourd'hui, trouver un dentifrice sans fluor, à part en pharmacie, c'est extrêmement compliqué et encore l'offre est très très courte. Et puis en plus de ça, on peut obtenir différentes choses en permanence, des choses bien précises que l'on souhaite faire selon le dentifrice que l'on utilise. Par exemple, si on veut agir sur une partie de la bouche que sur une autre, bon, c'est des choses vraiment importantes. Pour le coup, il existe dans l'entreprise extraordinaire qui m'accompagne aujourd'hui et que je suis c'est essentiel, il existe également un dentifrice que je fais, même si j'ai un autre également avec une plante extraordinaire qui est le miwak. Donc, on peut trouver des choses vraiment très intéressantes. Donc, dans sa tête, pour aligner, donc il y a 2-3 questions, je vais essayer d'y répondre. Trouver un sens à sa vie me semble assez compliqué. Comment on s'y prend pour le trouver? J'ai envie de dire que déjà, chercher
c'est une magnifique étape. Ça veut dire qu'on va se poser des vraies questions et ces questions-là vont nous amener à découvrir un certain nombre de choses de soi. Donc j'ai Anna qui nous a rejoint. Bonjour Anna. Je rappelle pour tous ceux qui nous rejoignent de bien couper le bruit parce que ça peut être assez problématique d'entendre tous les petits bruits environnants. Voilà. Et donc, qu'est-ce que je disais? Voilà, je me suis un petit peu déconcentré. Donc, trouver le sens de sa vie, c'est déjà être en train de le chercher. C'est-à-dire qu'en vrai, tous, vous avez plus ou moins lu ce livre assez emblématique qui s'appelle L'Alchimiste. Et en fait, le vrai secret de l'alchimiste, en fait, de ce chemin, ce parcours initiatique, c'est simplement d'ouvrir sa conscience aux signes que l'univers, Dieu, après chacun trouve la dialectique qui lui convient, ou que le hasard, certains peuvent même en parler de cela, nous met sur notre route. Et donc, en faisant cela, on va se retrouver dans un chemin qui sera forcément unique, parce qu'on aura une façon de l'interpréter qui ne nous regarde que nous, en fonction, certes, de notre inné, de ce que l'on est profondément et intrinsèquement, mais également de tout ce que l'on a acquis tout au long de notre vie et de notre expérience. Donc, la deuxième question, c'est, oui, comment apprendre à se connaître, de Honor, là, 9. Ça, c'est une question, encore une fois, qui est fondamentale. Il n'y a pas une voie pour apprendre à se connaître. Moi, j'accompagne des personnes en psychothérapie, j'accompagne des personnes en coaching. Il y en a d'autres qui vont faire un chemin initiatique. J'ai des gens qui travaillent avec des chamans. J'ai la chance d'avoir une chamane qui m'accompagne et qui est vraiment très proche. On a chacun un chemin. Et ce que je vous propose, par contre, c'est vraiment un élément qui est pour moi fondamental, que je répéterai assez régulièrement, c'est de ne pas faire ce chemin tout seul. C'est vraiment important parce que nous ne sommes pas la meilleure personne pour nous comprendre nous-mêmes. On est la meilleure personne pour ressentir ce que l'on ressent, puisque c'est à l'intérieur de nous-mêmes, mais on a ce fameux mental qui vient très régulièrement saboter un tout petit peu notre perception avec un certain nombre de peurs qui ont une utilité, mais qui, à l'extrême, peuvent nous empêcher d'agir, peuvent nous empêcher d'être en mouvement. Donc c'est vraiment important de ne pas être seul pour avoir régulièrement, on va dire, des personnes qui font office, ce qu'on appelle en psychothérapie, de miroir. Alors, le miroir, il faut parfois se projeter, surtout si vous êtes une jolie femme avec des longs cheveux. Bon, ben, quand vous m'avez en face, il faut essayer d'imaginer. Mais c'est surtout l'idée qu'on a besoin de ce regard, je n'aurais pas dit objectif, mais subjectif contrôlé en face de nous, qui nous permet d'avancer sur notre compréhension de nous-mêmes, sur notre connaissance de nous-mêmes. C'est l'élément primordial pour s'épanouir. D'abord, aller vers la connaissance de soi. Donc, nos expériences de vie sont une forme déjà de connaissance de soi, mais ça ne suffit pas pour vraiment avoir une idée globale, surtout qu'on n'arrive pas à avoir ce regard extérieur complètement objectif sur nous-mêmes. Voilà. C'est ça qui est important de comprendre. Donc, sur ces trois sphères, comment faire pour s'aligner? Donc, la tête, le corps et le cœur. Moi, je ne vais pas vous dire ce qu'il faut faire dans l'absolu. Je vais simplement vous donner des pistes, vous proposer des suggestions et simplement vous faire partager mon expérience. Sur la tête, ce que je peux comprendre de mon expérience, encore une fois, c'est que faire une thérapie sur du long cours, qui n'est pas forcément 3 fois par semaine, hein, ça peut être même sur certains patients maintenant que je suis, c'est 1 ou 2 fois par an, mais d'avoir quelqu'un avec qui régulièrement faire le point, poser les choses. Objectif, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'a pas forcément d'interaction le moins possible dans notre vie personnelle pour être certain de pouvoir vous dire ce qu'il a à vous dire sans une émotion non contrôlée. Et donc ça me paraît une forme, ce n'est pas un jugement ce que je dis pour ceux qui ne le font pas, mais c'est mon ressenti, c'est une forme d'hygiène de vie. Mais néanmoins, très souvent, la thérapie ne suffit pas. Ne suffit pas parce que la thérapie, elle va poser, elle va permettre de réfléchir, de comprendre ses émotions, donc à la fois le mental et le cœur, mais elle ne nous permet pas, dans la façon de faire, de passer
à l'action et de se transformer, on va dire, concrètement toujours. Donc parfois un coaching, en tout cas moi j'en ai fait 3 dans ma vie qui ont été extrêmement percutants parce il y a un avant et un après. Ce n'est pas un accompagnement forcément sur du long cours, c'est à une période donnée, vous avez envie d'accélérer ce processus de transformation que vous appelez de vos voeux, soit parce que vous avez un inconfort trop important, donc une douleur, une souffrance, soit parce que vous avez tout simplement l'envie d'optimiser l'optimisme, de rendre positif l'objectif que vous êtes fixé, donc de passer à l'action. Et donc le coaching, pour moi, est vraiment quelque chose de très, très important. Donc ça, c'est ce qui me semble être intéressant pour s'aligner au niveau de sa tête. Alors, il y a une question, est-ce que le travail sur soi est plus dur pour les hommes que pour les femmes? Souvent, j'entends, mais je trouve ça dommage. Alors, dans l'absolu, on ne peut pas dire que génétiquement, la réflexion sur soi soit plus facile ou plus dure pour un genre qu'un autre. Il y a pour moi un aspect très culturel qui consiste à dévaloriser le travail sur soi et à dévaloriser les émotions. Et du coup, très souvent, les hommes ont une espèce d'injonction très forte extérieure qui leur propose, enfin qui leur impose en fait, de ne pas aller vers ce système-là. Alors que chez les femmes qui, culturellement, sont plus souvent enclins à assumer leurs émotions, en tous les cas, elles ont du mal à les retenir à ce moment-là, eh bien, il y a quelque chose de plus naturel. Mais je resterai prudent sur cette notion de genre. Je m'explique. Il y a 2 choses à distinguer. Le genre homme-femme et les énergies qui sont de l'ordre du féminin et du masculin, que je qualifierais de sacré. Et chaque être humain, qu'il soit homme ou femme, possède en lui un féminin et un masculin sacré, qu'il va plus ou moins valoriser. On retrouve, par exemple, je donne 2 caricatures qui sont évidemment tout à fait inexactes, mais qui permettent de comprendre de manière assez grossière la chose. Vous avez des hommes qui sont extrêmement sensibles, que certains ont pu dévaloriser en catégorisant d'homosexuels, etc. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes qui souvent assument leur féminin, et qui ne sont pas nécessairement dans cette homosexualité, mais c'est souvent, on l'a vu, plus assumé à ce niveau-là. Et je trouve ça passionnant, parce qu'il y a vraiment une vraie liberté de ce point de vue-là, assumée. Et puis, vous retrouvez avec parfois des femmes qui, pour réussir dans leur entreprise, ont été obligées d'avoir un comportement très masculin, et pas très homme, hein, très masculin, donc très cerveau gauche, avec une grosse efficacité, avec beaucoup de process, de rigidité, rentabilité, toute cette dialectique-là, et qui sont arrivés à un niveau assez élevé, mais du coup, qui en ont très souvent oublié leur part du féminin en elles, et qui sont parfois beaucoup plus durs que certains hommes. Donc, une fois qu'on a vu ces caricatures, évidemment, tout ça peut être un panel beaucoup plus large, et donc, du coup, le féminin en tant qu'énergie est plus une énergie qui va aller vers ses émotions, vers le développement personnel, vers la remise en question, vers la recherche, et le masculin va être plus à travailler sur son passage à l'action. Donc, vous voyez bien qu'on a besoin de ces 2 éléments-là pour pouvoir avancer. Donc, pour le coup, on a tendance dans notre société, comme beaucoup de choses, à opposer les choses les unes aux autres. Cette dualité systématique entre le bien et le mal, entre le féminin et le masculin, entre le positif et le négatif, etc., etc. Vous verrez très souvent une espèce de dualité qui se met face à nous. Cette dualité-là, il s'agit vraiment d'une construction mentale. Dans la nature, quand on étudie un petit peu notamment le yin et le yang, dans la nature, le féminin et le masculin, le bien et le mal, le noir, le blanc, sont toujours interdépendants et entremêlés. 2 éléments. Toujours. Ça veut dire qu'on n'a jamais pu prendre l'un sans l'autre. Donc, quand on vous dit vous avez un côté noir en vous, il faut absolument l'enlever pour ne laisser apparaître que le bien, il y a quelque chose de très moralisateur là-dedans, eh bien, en fait, on nous clive intérieurement, et là, on se retrouve, comme je vous le disais tout à l'heure, dans une situation de conflit intérieur. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut éviter le plus possible.
Donc, un- il est indispensable pour moi, pour commencer à s'épanouir, c'est d'additionner tous ces concepts. On doit, donc, en se connaissant soi-même, on revient à cette problématique de tout à l'heure, comment se connaître soi-même, donc en étudiant nos comportements, idéalement avec l'aide de quelqu'un. On se retrouve à comprendre ses côtés sombres, son dark, et du coup à pouvoir l'assumer, le regarder en face, avec cette petite phrase magique que tous les coachs connaissent, ce à quoi l'on fait face s'efface. Donc, quand c'est une problématique et à partir du moment où on la prend de face, eh bien, elle a tendance à ne plus avoir toute cette charge émotionnelle négative et à s'effacer pour simplement être une partie de soi et nous la laisser à sa juste place. Donc ça, c'est comme ça qu'on peut aborder en se connaissant soi-même, en connaissant son côté sombre, son côté lumineux, et en n'ayant pas peur de ces deux parties de soi. Évidemment, pour être épanoui dans la vie, on a un intérêt à valoriser la partie lumineuse qui est en nous. Il ne s'agit en aucun cas de renier, voire de dénier complètement ce dark side qui est en chacun de nous. Donc ça, c'est pour la tête, évidemment, on pourrait en parler longuement. Et pour le corps, c'est vraiment extrêmement important de comprendre comment notre corps fonctionne. Donc, être à l'écoute de son corps, de ses ressentis, de ses douleurs parfois, de ses plaisirs suscités par le corps, c'est une étape extrêmement importante. Force est de constater que c'est compliqué de le faire tout seul. Et donc, c'est bien d'être aidé, dans tous les cas d'être aidé pour le remettre en état, pour le valoriser, donc de faire du sport, de l'ostéopathie, évidemment, je suis ostéopathe à la base, donc je ne vais pas vous dire que ce n'est pas une bonne chose, mais on utilise l'ostéopathie la plupart du temps quand on a mal au dos, quand on est coincé, pour réparer quelque chose. Je vous assure que dans cette façon d'approcher le corps pour s'aligner, l'idée, c'est d'avoir une médecine plutôt préventive vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis de sa tête, vis-à-vis de son corps aussi. Et donc, d'aller régulièrement chez l'ostéopathe, chez l'acupuncteur, chez l'homéopathe, c'est vraiment fondamental. Alors, il y a aussi quelque chose que je découvre ces dernières années et qui est absolument passionnant, c'est l'aromathérapie, c'est-à-dire, pour moi, comment utiliser notre environnement complet, hein, c'est-à-dire la nature, l'univers, comment l'utiliser pour nous aligner avec l'univers d'une part, mais déjà avec nous-mêmes. Et donc, d'aller rechercher dans la nature un certain nombre de chemins pour se mettre en accord avec son environnement, ça me paraît extrêmement intéressant et extrêmement valorisant. Alors, une fois qu'on a dit ça, il n'est pas toujours simple, pour le coup, d'y voir un peu clair dans tout ce que l'on trouve comme produits naturels. C'est pour ça que je me suis spécialisé en micronutrition, parce que l'alimentation et les compléments alimentaires sont extrêmement importants pour suppléer ponctuellement à des failles de notre corps, qui n'est pas toujours parfait. Et puis, la découverte des huiles essentielles en général depuis plusieurs années et de cette société-là qui enfin correspond pour le coup à mon idéal, c'est-à-dire une société dans laquelle on fait attention évidemment aux produits en tant que tels, c'est-à-dire qu'on essaye d'avoir, encore très cerveau gauche, une efficacité maximale du produit, c'est là lié à la notion de pureté du produit, mais également une entreprise où on fait attention aux clients, c'est-à-dire pour le coup, on essaye de faire en sorte que la vibration intrinsèque du produit, que l'énergie qui est mise autour de sa fabrication, et donc que l'intention soit alignée. Encore une fois, c'est une entreprise qui est parfaitement dans le concept d'alignement, et ça me convient bien. Mais la cerise sur le gâteau, c'est pour moi qu'elle a une éthique extrêmement forte envers plusieurs éléments, envers son environnement, puisque les personnes qui cultivent les produits donc sont valorisées, le produit en tant que tel est choyé, bichonné, et également les gens qui travaillent dans l'entreprise sont des personnes qui sont valorisées, qui sont interdépendantes, engagées, on va dire, dans la valorisation de leur modèle économique à eux et aussi de leur vie. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est très aligné. Et donc, ce produit doTERRA que je peux utiliser depuis quelques temps peut avoir des actions extrêmement
chouette, par exemple, quand on est un peu stressé, pour se déstresser, ou simplement quand on a envie d'une atmosphère avec une odeur agréable, etc. Donc ça, c'est la partie, on va dire, énergie de l'iceberg. Mais ce qui est passionnant, c'est que c'est une véritable médecine sur laquelle on peut avoir des actions très, très fortes. J'ai la chance d'accompagner, par exemple, des femmes enceintes qui ont besoin, qui n'ont pas d'autres techniques pour se soigner. Donc, on ne peut pas utiliser n'importe quelle huile essentielle, mais certaines qu'on peut utiliser. Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir quelqu'un qui connaisse bien leur fonctionnement. Des gens qui sont en dépression, il y a tout un package, on va dire, pour complètement nous remettre d'aplomb, hormonalement parlant. C'est incroyable. J'ai encore des exemples. J'ai eu un message hier d'un nouveau produit de chez doTERRA que j'ai pu essayer et qui est extrêmement efficace, qui a complètement apaisé une magnifique maman que j'accompagne depuis un petit moment, qui n'était pas maman jusque-là et qui est en dépression postpartum, donc le baby blues. Et ça, c'est un effet extrêmement fort, avec d'autres compléments. Il ne s'agit pas d'utiliser que des huiles essentielles. Mais voilà. Et puis, dans certains cas, notamment pour les sportifs que je peux accompagner, tout un package qui met le corps en disponibilité pour le passage à l'action. Donc voilà, tous ces éléments-là, pour moi, sont des façons d'approcher le corps humain, notre propre corps. Évidemment, l'homéopathie, l'analyse du microbiote, des choses que je peux pratiquer également qui sont passionnantes, puisque ça a une action énorme sur l'intégralité de notre système, de notre métabolisme et de nos émotions. Et on en est vraiment encore au balbutiement. C'est ce qu'on pourrait appeler d'une certaine manière tout ce package-là, tout cet alignement, une forme de médecine holistique. Holistique, ça veut vraiment dire, c'est une attention sur l'intégralité des systèmes. Et donc, si je veux être vraiment dans cette médecine holistique, il y a la troisième sous-partie qui est extrêmement importante, qui est la notion de cœur. Et qu'est-ce que c'est dans un alignement, cette notion de cœur? C'est vraiment cette idée d'être en lien avec les autres, d'être en lien avec la nature et d'être en lien avec sa propre mission individuelle, celle qui est difficile à trouver mais que l'on cherche au fur et à mesure, pour pouvoir vraiment trouver sa juste place à la fois dans cette planète et dans cet univers. Donc, c'est également les relations humaines, c'est vraiment extrêmement important parce que c'est pour moi l'élément fondamental de la gestion de ces émotions, c'est notre capacité à être en relation avec les autres. Et donc, pour aborder l'ensemble, l'intégralité de ces sphères de vie, il est important d'être accompagné, d'être volontaire et conscient, c'est-à-dire qu'il s'agit vraiment de passer à l'action. Voilà. Quand quelqu'un arrive vous voir en accompagnement et qu'il commence par dire je n'arrive pas à prendre de décision, donc je suis nul, c'est non, vous n'arrivez pas à prendre de décision et aujourd'hui, vous êtes en train de faire quelque chose pour vous y aider. C'est-à-dire, petit pas par petit pas, on arrive à se construire une connaissance de soi, une connaissance des autres, et après un passage à l'action qui nous permet de complètement nous épanouir dans une forme de joie de vivre. Cette joie de vivre, elle n'est pas permanente. Il faut enlever ce fantasme-là, ce bonheur permanent. Ce sont des instants, ce sont des moments. Et là, ça, c'est vraiment important de comprendre, pour le coup, qu'il n'y a pas d'idéal absolu à atteindre. Il y a surtout un cheminement qui est passionnant, en fait. Alors, il y avait une petite question. Quand on a été conditionné, il est difficile d'apprendre à se connaître. L'influence familiale a un impact, point d'interrogation. Oui, oui et oui. On a, on va dire, deux sous-parties de notre composition. On a une partie d'inné et une partie d'acquis. La partie d'inné, on a tendance à dire médicalement qu'il s'agit d'une notion plus génétique, mais je pense que ça va bien plus loin que ça. J'ai travaillé pendant quelques années également dans l'accompagnement transgénérationnel. Il y a une charmante amie et patiente également qui a fait cette expérience-là avec moi au cabinet. C'est ahurissant de voir à quel point on reproduit un certain nombre de schémas familiaux et très souvent avec 2-3 générations d'intervalle avant de le reproduire, ce schéma. Et du coup, ça ne peut pas être simplement du mimétisme comportemental. Il y a quelque chose, peut-être dans les gènes, mais je ne suis pas sûr, je ne suis pas pour le tout génétique, en tous les cas dans l'énergie de la transmission générationnelle qui est en nous, que l'on récupère dans l'inné. Et puis, il y a toute la notion d'acquis. Ce que l'on appelle acquis, c'est tout ce que l'on
récupère après notre naissance. Donc, en gros, vous avez tout le patrimoine génétique et émotionnel et générationnel qui est jusqu'au moment de la naissance et l'acquis qui est après la naissance. Et donc ça, c'est d'abord quoi? D'abord notre maman, ce lien à la mère qui est extrêmement puissant, qui est fondamental. Désolé pour les pères, mais c'est d'abord ça qui est important et qui est structurant. Notre lien à notre père et notre environnement au sens plus général du terme, notre éducation par nos parents et notre environnement, mais également par rapport à l'école, et puis la société, donc à partir de l'adolescence, où il y a une prise en compte de l'environnement, de plus en plus tôt avec les pubs, avec la société de consommation, mais donc cet impact de l'environnement qui est de l'ordre de l'acquis. Et donc on a, pour le coup, tout cet acquis qui se fait au fur et à mesure de notre existence. Le problème de l'acquis, c'est qu'il est très souvent inconscient, d'ailleurs l'inné aussi, et donc on a tendance à penser que ça fait partie de notre ADN et que c'est comme ça et c'est pas autrement. Or, la façon dont ça fonctionne est la manière suivante. Vous avez à un moment donné un événement qui se passe dans votre vie, vous avez donc une réaction par rapport à cet événement, une réaction lambda. Cette réaction-là, si cet événement se reproduit là, vous aurez la même réaction. Si cet événement se reproduit régulièrement, ça deviendra un comportement. Une fois que ce comportement est installé dans votre façon d'être, il devient un trait de caractère, mais pas nécessairement votre caractère en tant que tel, puisqu'il a été acquis. Et ce que nous disent les neurosciences, et qui est passionnant, c'est qu'à n'importe quel moment, si nous le décidons, nous pouvons véritablement reprogrammer l'intégralité de notre façon d'être, en tous les cas de tout ce qui est de la zone acquise, et nous pouvons également modifier un peu plus difficilement une partie de notre inné. Je dis quoi? Ça veut dire, pourquoi je dis partiellement? Ça veut dire que quand c'est ancré génétiquement, on ne peut pas enlever notre gène, on ne peut pas enlever notre fonctionnement, on va dire, physiologique. Par contre, on peut s'adapter et en prendre conscience pour pouvoir le surpasser, le dépasser. Donc ça, ce sont vraiment des éléments extrêmement forts. Donc, notre environnement familial, est-ce que ça a un impact? Oui, ce sont même, dans beaucoup de cas, à considérer quasiment comme un système de chaîne qui nous empêche, qui nous emprisonne, qui nous empêche d'avancer dans la vie. Donc, il ne s'agit pas d'en vouloir à ses parents, parce qu'eux-mêmes ne sont pas souvent dans la conscience de ce qu'ils font, de ce qu'ils reproduisent comme schéma, mais il s'agit de s'auto-déterminer, de devenir cet être unique dont on parlait tout à l'heure. Et donc, pour ce faire, c'est, rappelez-vous cette image, la foule qui est en train d'avancer, vous êtes au milieu de cette foule à contre-courant. Dans un premier temps, vous vous mettez dans le sens de la foule pour ne pas être trop en résistance, et vous avez l'impression de ne plus pouvoir choisir votre vie. Et en fait, à un moment donné où vous le décidez, et souvent c'est mieux d'être accompagné pour ça, parce que c'est un acte difficile, on s'extirpe de cette foule-là, de ce flot continu, on se pose sur le côté, c'est le moment souvent de la thérapie, où on se pose, on prend attention à ce qu'il y a en nous et ce qu'il y a autour de nous, on observe, on se met en conscience, et là, on peut réellement prendre des décisions extrêmement impactantes pour notre vie, mais également pour la vie de tous nos proches, voire plus quand on a des fonctions managériales ou de responsabilité sociétale. Donc, voilà, le processus, il est là. C'est vraiment s'extirper de ce milieu familial à un moment donné pour se poser. Il ne s'agit pas d'en vouloir à sa mère ou à son père, etc., etc. On vous dit souvent, oui, il faut éliminer les personnes toxiques de sa vie. Bon, ben, quand c'est sa propre mère ou son propre père qui est toxique, on ne peut pas l'éliminer. Il sera toujours, même si on ne le voit plus, il sera toujours là. Il sera toujours notre père ou notre mère. Donc, l'idée, c'est plutôt de composer une espèce de dream team autour de soi. Dans cette dream team, il y a certains de nos amis, parfois une partie de la famille, mais également des accompagnants, des thérapeutes ou des coachs ou même des chamans. Vraiment, pour le coup, c'est ouvert, c'est en fonction de la sensibilité de chacun. Et quand on a cet environnement, cette dream team-là, on est plus fort pour reconstituer sa propre famille, et y compris relationner avec la partie toxique de sa famille, puisque ça ne nous atteint plus. Voilà un petit peu ce que je voulais aborder avec vous aujourd'hui sur comment s'aligner ces trois sphères interdépendantes que l'on ne peut pas opposer, de la tête, du corps et du cœur.
On a une dernière question là. Mon fils HP de 11 ans vit en Tunisie ayant fait le tour des professionnels du développement personnel ici. Est-il possible de l'accompagner en Zoom? Oui, bien sûr, il n'y a aucun problème puisque ça faisait déjà 3 ans que je faisais des thérapies et des accompagnements en Skype à l'époque, parce que maintenant c'est moins bien, partout dans le monde. Certains d'entre vous sont ici et viennent de l'étranger, dans cette conférence, je peux voir. Donc, c'est des choses que je fais beaucoup. Et puis, ça s'est particulièrement fait pendant le confinement. Donc, les gens eux-mêmes ont switché. C'est-à-dire que c'est plus considéré comme un inconvénient, mais vraiment comme un avantage de pouvoir, évidemment, interagir à distance. On vit, et là, j'ai envie de finir par ça, quelque part. Rappelez-vous, pour s'épanouir, augmentons notre capacité d'émerveillement. Moi, je suis émerveillé de l'époque dans laquelle on vit. Il y a sans doute plein de choses que l'on peut critiquer et qui ne sont pas parfaites. Ça, c'est évident, mais dans une période comme celle-ci, encore plus. Mais regardez, simplement, pouvoir être, donc là, à cette heure-ci, nous sommes une trentaine ensemble, à différents endroits de la France et du monde, en train de converser, ou en tous les cas en train d'interagir un minimum, puisqu'il y a des interactions écrites vous concernant, et puis pour moi, une interaction vidéo et audio. Et ça, ce n'était pas possible il y a 20 ans. Il y a 10 ans, c'était compliqué. On n'avait pas autant de fluidité dans les conversations. Et aujourd'hui, c'est totalement intégré dans les mœurs. Ça nous donne une liberté et donc une puissance sur notre propre vie qui est extraordinaire. Vous pouvez à tout moment vous former sur tout ce que vous voulez. Vous pouvez vous informer sur ce que vous choisissez. Vous pouvez progresser, évoluer et surtout, vous pouvez relationner, donner de l'amour, prendre de l'amour autant que vous voulez. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même assez extraordinaire. Et donc, je crois qu'il faut régulièrement se remettre en mémoire. J'ai la chance de ne pas être aussi jeune que certains. Je veux dire, c'est une chance, hein, parce que je vais positiver. Et donc, j'ai connu le avant et le après Internet. Les jeunes d'aujourd'hui sont nés dedans. Mais c'est vachement intéressant parce que ça nous donne l'idée que tout n'est pas si simple que ça et qu'on a vraiment fait une évolution et que l'on puisse s'en émerveiller encore et encore et encore. Comme je m'émerveille, alors il ne s'agit pas de pub, c'est un investissement pour moi, c'est un investissement dans cette entreprise, de ces produits doTERRA qui pour certains sont parfois plus chers que d'autres huiles qu'on trouve dans le commerce, que j'utilisais auparavant. Et quand on voit le niveau de pureté et l'engagement sociétal autour, vraiment, moi je vous encourage à aller vers cette marque-là. Alors, cette marque-là, vous ne pouvez pas l'avoir n'importe comment, il faut passer par moi. Vous aurez des réductions, même si vous le souhaitez, dans certaines conditions. Et moi, je viens de recevoir mon diffuseur, donc j'ai l'huile essentielle Balance qui nous détend, et puis j'y ai rajouté de la lavande parce que c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement intéressant. Et pour le coup, pour me récompenser entre guillemets de ce webinaire qui a été passionnant, ben, je m'en mets un petit peu sur mon avant-bras et puis voilà, je frotte comme ça. Et puis immédiatement, il y a une espèce de comment dire, de rapport de retour à la terre. Il y a quelque chose de très sain, serein. Ce sont les produits doTERRA, D-O-T-E-2-R-A. Et vraiment, c'est une passion qui est en train de naître, l'aromathérapie, qui est extrêmement réjouissante et enthousiasmante. Voilà. Merci pour votre attention. Merci pour les petits messages sympas. Oui, ce sont des huiles essentielles, j'ai oublié de préciser, Marie, je l'ai dit au début, mais il faut le redire. Et c'est effectivement naturel, c'est surtout éthique, c'est fondamental et extrêmement efficace pour rebondir sur le cerveau gauche aussi, qui est là quand même. Et effectivement, merci Marie de me dire doTERRA, que c'est don de la terre, mais c'est évident, ça se ressent dans le produit. Il y a quelque chose comme ça qui en tout cas, m'enchante et m'émerveille. Et donc, je voulais absolument vous le faire partager à tous. Donc, très, très, très grand remerciement pour ce webinaire. C'était une première. J'espère que ça vous a convenu. Je suis ravi si vous pouvez m'envoyer quelques commentaires en privé après pour me donner votre feedback et puis pour qu'on puisse parler également du contenu du webinaire. À très bientôt. Au revoir.